Bonjour mesdames et messieurs, merci de me recevoir chez vous, ou partout où vous vous trouvez, à travers cette émission Mag le Bazar, votre émission de prédilection, comme j'aime le dire. Chose promise, chose due, je reçois de nouveau monsieur Anissé, je veux dire Maître Anissé Poiti Amar, comme promis pour la suite donc de notre émission. On rappelle, chers téléspectateurs, ce monsieur, cet avocat, ce concitoyen ou ce citoyen congolais qui vivant le Canada, a porté à son pays, le Congo-Brazzaville, un plan de sortie de la crise. Il faut rappeler, avant, dire bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur Okilas. Excusez-moi, je suis déjà dans le bas. Ben, je vous en prie. Alors, il faut rappeler que vous êtes d'abord avocat, comme je l'ai dit tantôt, vous êtes avocat au barreau du Québec, au siège au barreau du Québec, vous êtes économiste, politologue et médiateur, ce qui nous a intéressé d'ailleurs, et vous êtes dans l'arbitrage des conflits. J'ai eu beaucoup d'interrogations pour ceux qui ont suivi la première partie des interrogations à propos de ce que vous avez eu à débiter, des propositions que vous avez eu à faire, des propositions à caractère sociopolitique et économique. Et les Congolais ont voulu en savoir plus sur vous. Ceci pour la légitimité, n'est-ce pas, de vos propos. Et nous avons pu savoir que vous êtes diplômé à Sciences Po de Lyon, en France, je veux dire. Et vous êtes sorti également de l'École nationale de l'administration publique du Canada, n'est-ce pas? Et vous avez fait l'école l'école des hautes études de commerce. Enfin, le peu que nous avons pu savoir, vous êtes sorti de l'école du barreau du Québec. Est-ce que vous continuez à siéger? Oui, bien sûr, je suis avocat inscrit. Ah, d'accord. Alors, c'est des préoccupations, en tout cas des préoccupations des téléspectateurs qui sont fidèles à notre émission. Il faut bien, parce que pour le respect de ceux qui nous suivent, il est de bonne loi de leur faire savoir qui est en face d'eux. Je dis bien pour la légitimité de ces propos. On rappelle, donc, l'émission dernière, nous avons planté le décor. Vous tablez dernièrement sur le plan que vous proposez au Congo, qui portait à mon sens 3 secteurs. Vous avez eu à faire donc la lecture sociopolitique et économique de la vie nationale, et vous pensez que dans le secteur économique, politique et social, le Congo est malade. Je ne vais pas vous paraphraser. Oui. Et vous pensez que l'aller à la présidentielle, ce qui a dérangé en tout cas, l'aller à la présidentielle, selon vous, n'était pas en fait une nécessité, bien que nous ayons une constitution, bien que nous sommes tenus à respecter la constitution, et vous proposez une solution qui sortirait le Congo de ces difficultés, sans pourtant entacher ou porter préjudice à l'esprit de la constitution. Oui. Voilà. Et ce qui est plus dur, c'est que vous appelez au rassemblement. Voilà qui a dérangé la classe politique. En tout cas, là, nous avons à boire et à manger. Et permettez que je puisse corser ce débat aujourd'hui. Je vous en prie, je suis là pour ça. Alors, première question, maître. Quel est le déclic? Qu'est-ce qui vous a poussé à penser un plan pour la sortie de la crise au Congo? Ce que vous appelez crise. Ouais. Mais la crise, d'abord, ce n'est pas moi qui dis que le Congo est en crise. Chacun des acteurs politiques qui s'est exprimé pendant les 5 dernières années a porté le message dans ce sens. Et pour les aspects économiques, par exemple, je renverrai au discours du chef de l'État qu'il a prononcé en décembre 2020. Dans lequel il a lui-même, je ne me souviens plus des mots précis, mais il a peint un tableau noir, un tableau sombre de la situation économique du Congo. Lui, il a parlé de la situation économique. Donc, de ce point de vue, mon regard ou mon diagnostic est en phase avec celui du président de la République. Sur la crise politique, par exemple, mon point de vue est parfaitement en phase avec ce que dit l'opposition congolaise
Et si vous reprenez ce que les évêques ont dit récemment, ils ont eux aussi fait le même diagnostic. Donc la situation de crise multiforme que traverse le Congo est un fait qui me semble être reconnu par tous, bien que chacun retient une partie de la crise. Pour les opposants, c'est davantage la politique, mais ils parlent aussi de la crise économique et financière. Pour le pouvoir, c'est davantage la crise économique et financière. Pour les confessions religieuses, par exemple, elles ajoutent à tout ceci la crise morale. Donc la dernière fois dans l'émission, j'ai parlé du risque d'effondrement de l'État et du risque de délitement de la société. Voilà. Et si on revient sur ces deux éléments, parlons du risque d'effondrement de l'État. Avant cela, sinon je le dirai par la suite, mais allez-y. Le risque d'effondrement de l'État, en considérant l'État comme un appareil. Je mentionnais le fait qu'en 5 ans, et ça c'est le président de la République qui le dit dans son discours de décembre 2020, en 5 ans de 2014 à 2020, soit environ 6 ans si on veut être précis, l'État congolais a perdu 83% de sa capacité de financement des investissements. Il reste 17% de cette capacité. Il n'y a rien qui nous permet de penser que les recettes de l'État vont augmenter à terme. Parce que nos recettes dépendent du prix du baril de pétrole. Or, le baril n'a cessé de baisser pendant ces dernières années. Il a connu une chute vertigineuse avec la crise du coronavirus. Il va faire des semblants de remontée, mais le baril, le prix du baril qu'on a connu dans les années 2000, en tout cas la décennie 2000 à 2010, ce prix-là ne reviendra plus jamais. Parce que les énergies renouvelables font une percée sur le marché et il y a surabondance de production du pétrole. Donc la situation de perte de capacité d'investissement à laquelle se trouve confronté l'État congolais est une situation qui sera presque pérenne. Vu que nos recettes dépendent énormément du prix du baril, donc dans la situation de ce prix actuellement, dans la conjoncture actuelle, l'État est presque certain de perdre les 17% de capacité d'investissement qui lui reste. Et il sera à ce moment un État réduit à payer les salaires. Et on sait qu'il a beaucoup de difficultés à payer les pensions de retraite aujourd'hui. Les difficultés de paiement des salaires de fonctionnaires ont été connues pendant une certaine période et ça pourrait continuer si on n'a pas une perspective positive par rapport au prix du baril de pétrole. Et donc, lorsqu'on se retrouvera avec un État sans aucune capacité financière, là, on est face à l'effondrement de l'État. Techniquement, quand vous regardez cet État, c'est un État qui est en train de s'effondrer. Or, pourquoi ceci est une préoccupation majeure? Parce que, M. Okilas, l'État, c'est le seul lien qui existe entre vous et moi. Absolument. C'est l'État qui crée le lien de nationalité entre tous les Congolais sur le territoire. Oui, effectivement. C'est l'État qui protège nos frontières. En cas d'invasion, c'est l'État qui protège nos frontières. Quand vous prenez le rôle central d'un État dans une société et vous vous rendez compte que l'État est en train de s'effondrer, le sujet est de la plus grande gravité. Donc, je n'ignore pas la gravité du fait de dire qu'il ne soit pas utile ou opportun, je dirais. Je précise qu'il ne soit pas opportun d'aller à l'élection présidentielle. Mais quand je considère ce que c'est qu'une élection, si on pense la vie collective en termes d'élection, on ne réfléchit pas sur les situations. On va systématiquement aux élections parce qu'on pense en termes d'élection. Mais si on pense la société, la vie collective d'abord et ensuite on pense aux différents moyens qu'on utilise pour l'améliorer, à ce moment on pense à l'élection en fonction de la situation. Donc on se pose la question de savoir si dans la situation dans laquelle on se trouve,
il est opportun d'aller à une élection. En parlant de l'effondrement de l'État, tenez compte du fait que la masse monétaire qui circule dans l'économie congolaise est une masse qui provient essentiellement du budget de l'État. Et si vous considérez cet aspect, le président de la République a annoncé dans son discours de décembre 2020 que les recettes, le budget de l'État en 2014 était à 4100 milliards de francs CFA. En 2020, il était à 1400 milliards de francs CFA. Donc, il y a une perte de 2700 sur cette période, 2700 milliards. Et si vous considérez ça sur la période de 5 ans, l'État congolais, si on prend ce chiffre comme celui de chacune des années, l'État congolais a perdu en l'espace de 5 ans plus de 13 000 milliards de francs CFA. Plus de 13 000 milliards. Et qu'il n'est pas prêt à retrouver en raison des aspects liés au baril, au prix du baril de pétrole. Donc, une économie qui perd 13 000 milliards de francs CFA dans cette période de temps, c'est une économie qui est en souffrance. Pour que vous voyez cela en termes d'image, vous avez un désert dans lequel il n'y a pas de cours d'eau et le sol est sec. D'autre part, vous avez un pays comme le Congo qui est baigné de beaucoup de cours d'eau. Donc ça, c'est la masse monétaire. C'est ce qui fait que le pays soit vert. Imaginez que les sources des cours d'eau commencent à tarir. Donc la source d'un fleuve commence à tarir, la source d'une rivière commence à tarir. Le sol n'est plus baigné par les cours d'eau, il commence à devenir aride. Et ça, c'est la situation de l'économie congolaise. Donc ça a commencé depuis 2014. Les gens le ressentent progressivement dans leur vie, mais le sol est en train de s'assécher parce que les cours d'eau les sources des cours d'eau sont en train de s'épuiser. Et quand vous êtes dans cette situation qui nous renvoie à la réalité de notre économie, parce qu'en fait, le baril de pétrole, lorsqu'il augmente, il met un rideau qui nous empêche de voir la réalité de notre économie. Si vous analysez la situation d'un point de vue technique, le Congo est dans la situation de la réalité de sa structure économique. Ça veut dire qu'en dehors de ce que nous recevons de l'étranger par rapport au prix du baril de pétrole, c'est un aspect que nous ne contrôlons pas. Le seul aspect que nous contrôlons véritablement, c'est celui qui fait qu'on se retrouve avec un budget d'environ 1400 milliards de francs CFA aujourd'hui. Mais là encore, il y a les revenus du pétrole. Alors, en tant que groupe social, nous avons à réfléchir sur l'organisation de notre vie collective, comment nous parvenons à vivre ensemble comme les pays qui n'ont pas de pétrole. Est-ce que nous pouvons générer de la richesse? Effectivement, c'est la question que je voulais vous poser, parce que lorsqu'on pose le pétrole comme seule source, même le citoyen lambda a senti des frissons le jour où nous avons su que ça a été annoncé publiquement, que le baril, le coût du baril avait chuté, et ça a bouleversé toute la vie sociale, les crises, ainsi de suite. Alors, avant que je vous ramène, avant de vous replonger dans votre pensée, peut-être c'est par anticipe, j'anticipe déjà, au regard de ce tableau que vous venez de présenter, au regard du Congo, qui ne dépend que de l'économie congolaise, qui ne dépend que de la ressource pétrolière, qui est presque plus vécu comme avant, est-ce que le Congo réellement peut créer une autre forme d'économie? Bon, on pourrait approfondir cet aspect, je répondrai positivement, parce qu'il y a des pays qui n'ont pas de pétrole, et mon intime conviction est que nous avons plus de pétrole que nous le pensons, mais ce pétrole-là, c'est le Congolais. Le Congolais, c'est le pétrole qui ne finira jamais. Donc, à partir du moment où on investirait dans le Congolais, nous aurons des ressources qui dépendront de nous et qui feront fonctionner notre société comme les pays qui n'ont pas de pétrole.
dans le sens de dire que le Congolais, c'est le pétrole qui ne finira jamais. Dans ce sens-là, je vous prendrai l'exemple de Jeff Bezos, par exemple, qui est l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. C'est un individu seulement. Par l'idée qu'il a produite, il est devenu beaucoup plus riche à lui tout seul que beaucoup d'États qu'on peut mettre ensemble. Donc nous avons un pétrole qui ne finira jamais, qui est l'homme. Et l'autre pétrole, l'autre qui est une ressource de la nature, celui-là ne dépend pas de nous. Ma réflexion par rapport à la tenue ou la non-tenue de l'élection s'appuie sur la gravité de la situation. Voilà. Nous avons une perte de près de 13 000 milliards de francs CFA qu'on ne pourra pas rattraper. Nous avons un État qui est en train de s'effondrer. Nous avons un marché en face de nous de 7 milliards d'habitants, donc dans le cadre de la globalisation. Hier, on avait un petit marché de 4 millions d'habitants. Aujourd'hui, on a un marché de 7 milliards en face de nous. Donc, il ne dépend que de nous-mêmes, de produire pour vendre à ce marché. Et la bonne nouvelle, c'est que ce marché ne cessera pas de grandir. Il va bientôt passer à 9 milliards, ensuite il passera à 11 milliards. Donc on a de vraies opportunités. Pour cela, il nous faudrait réorganiser la production intérieure. Je vous ai dit lors de la dernière émission que le Congo était un pays en état de guerre, mais de fait. Et ma proposition, c'est que le gouvernement se mette dans cette idée de se dire qu'il y a une guerre à mener et se mette en ordre de bataille, mobilise la nation pour aller dans cette bataille-là. Pourquoi nous sommes en guerre? D'abord, le chômage à 60% qui dévore la société. Ensuite, à côté de cela, vous avez l'invasion étrangère. Vous allez dans n'importe quel supermarché au Congo, dans n'importe quel point de vente, vous trouvez plus de produits étrangers que de produits congolais. Si vous êtes aux États-Unis et ça se passe comme ça, l'Amérique va entrer en guerre. Remarquez que seulement la balance commerciale américaine, qui était négative dans les relations économiques avec la Chine, vous avez vu ce que le président Trump a fait. Il est entré en guerre seulement sur cet aspect-là. Donc ce n'est même pas que l'Amérique soit envahie, mais seulement le déséquilibre de sa balance commerciale fait que le pays est entré en guerre contre la Chine. Donc, quand vous êtes un État qui est envahi comme nous le sommes par les produits étrangers, vous comprenez que si nous réorganisons notre production intérieure, nous serons là en train de faire la contre-offensive qui a été menée par l'étranger. Quand les Congolais vont commencer à produire ce que les Congolais consomment, il y aura de moins en moins de produits qui viendraient vers le territoire. Et donc le défi aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions renverser nos rapports avec l'étranger. Plutôt que d'importer, qu'on arrive à exporter. Et comme je le disais, exporter vers 7 milliards d'habitants, ensuite 9 milliards, ensuite 11 milliards. Et en prenant cet aspect de guerre économique à mener, on va résoudre le problème du chômage parce qu'il suffit de mettre les Congolais à produire ce que les Congolais consomment pour que nous puissions sortir de la situation. Mais là, on peut se fonder sur quel secteur d'activité, par exemple, pour recréer, permettez-moi le terme, pour créer notre économie. Et prenons... Une parenthèse. Oui, je vais entrer et refermer la parenthèse, si vous permettez. Je parlais, par exemple, dans la conférence de presse, de l'idée de distribuer 10 milliards de francs CFA à travers l'économie nationale. Quelle serait la conséquence? Si chacun des jeunes, pas seulement des jeunes, mais les personnes qui vivent en zone rurale ou dans les périphéries de nos villes, si ces personnes reçoivent la somme de 1 million de francs CFA, ça fera 10 000 emplois créés immédiatement. 10 000 emplois créés immédiatement. Ces personnes vont se mettre à produire
chacune à sa façon, de la tomate, tout ce que vous voudrez, à faire de l'élevage, ainsi de suite. En moins d'une année, le marché congolais sera inondé de produits bio. Nous mangerons bien, nous importerons moins d'aliments et on aura réglé un problème de chômage. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et j'ai vu cela se produire sous d'autres cieux. À Cuba, par exemple, les terres avaient été nationalisées en 1963. Partant de là, les Cubains avaient cessé presque toute production parce qu'ils recevaient tout de l'Union soviétique. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, les Cubains ne recevaient plus les approvisionnements en provenance de l'Union soviétique. Il y a eu une crise économique à Cuba d'une gravité inouïe. Vous pouviez avoir de grandes quantités d'argent sur vous, vous ne trouviez même pas où acheter le pain. En 1994, le président Fidel Castro a pris la décision de libéraliser la production économique. Chacun des Cubains pouvait produire tout ce qu'il pouvait vendre. Moins d'une année après, il y avait surabondance de produits sur les marchés. Et ici, ce que je propose dans ce sens-là, c'est de mettre les Congolais à produire, de leur donner les moyens de production. C'est ce que le Rwanda a tenté, a expérimenté d'ailleurs. Et donc, nous serons surpris par le résultat. Mais pour rester sur la thématique électorale, ce n'est pas avec légèreté que je propose qu'on n'aille pas à l'élection. Mais c'est en considérant la nécessité de régler ces problèmes fondamentaux qui touchent la vie des Congolais, qui détruisent notre société, qui sont en train de détruire l'État. Nous sommes plus ou moins dans la situation d'un pays qui vient d'accéder à l'indépendance. Mais l'on vous dira, oui, maître, ça vous avez dit dernièrement, alors c'est là. Par rapport à ce que vous venez de dire, vous appelez donc au rassemblement. Oui. La question que l'opinion vous pose, oui. S'asseoir, faire tout ce que vous proposez, revisiter chaque secteur de la vie nationale, oui. Le secteur de l'économie, le social, la politique, essayer de voir le mal pour le toucher à fond. Avec qui et comment? Vous parlez donc du rassemblement, oui. Mais lesquels doivent se rassembler réellement? Il y a des points qui sont précis dans la proposition que je fais. D'abord, je fais la distinction entre le rôle du peuple dans la démocratie en général et le rôle de la classe politique. Allons-y. Il arrive des moments où, lorsque vous êtes dans des situations de grande tension, il appartient à la classe politique de prendre des décisions parce que c'est des temps d'urgence. Oui. Je ne reviens pas sur l'explication que j'avais donnée sur la Constitution, voulant que l'élection puisse avoir lieu tous les 5 ans par temps ordinaire et qu'on peut déroger à cette règle dans des situations exceptionnelles. Donc on adapte là la théorie des circonstances exceptionnelles du droit administratif au droit constitutionnel. Mais politiquement, ça peut créer un glissement. Ça peut, j'ai ce flair-là, oui. Vous ne trouvez pas qu'appliquer un tel schéma au Congo, voyez, ne pas aller aux élections, ne pas respecter la Constitution, nous allons du coup glisser dans l'inconstitutionnalité et au regard de notre expérience politique, vous ne craignez pas que l'idée puisse créer, cette volonté puisse créer un désordre de l'État, puisque vous parlez de l'État, un désordre dans la classe politique. D'abord, nous ne sortons pas de la Constitution. Je vous rappellerai simplement ce que disait le président Jefferson, par exemple, en rappelant que le président de la République fait tout ce que la Constitution lui permet de faire. Presque un siècle plus tard, dans une situation de crise profonde aux États-Unis, Teddy Roosevelt a eu une interprétation différente de la Constitution. Il a dit, le président de la République, en temps de crise, fait tout ce que la Constitution ne lui interdit pas de faire. Et ça, c'est ce que j'ai appelé la notion de chef d'État. Ça veut dire qu'en temps de crise, le président américain, selon Teddy Roosevelt,
passe de la situation ordinaire de président de la République pour devenir le chef de l'État. Et là, il fait tout ce que la Constitution ne lui interdit pas de faire. Et ça peut aller beaucoup plus loin que tout ceci. Mais le fait de ne pas tenir des élections, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on pense la société en termes d'élections, on va dans un automatisme qui veut qu'on tienne des élections tous les 5 ans. Mais si on pense les élections en fonction de la situation, donc comme un moyen pour résoudre un problème, à ce moment, on n'est plus dans l'automatisme intellectuel. Et en fait, une façon de dire clairement, le pouvoir pour régler les questions. Exactement. Et nous ne serions pas la première société à faire cela. En 1900, pendant la guerre de 1914-18, les élections qui devraient avoir lieu dans la plupart des États avaient été suspendues sine die. Donc il n'y avait même pas de délai déterminé, c'était sine die. Pendant la guerre de 40-45, pareil, les élections avaient été suspendues et de façon sine die. Si la guerre avait duré 20 ans, ce serait pendant 20 ans. Dans le cas de la France, par exemple, le personnel politique français, devant le péril, avait estimé qu'il fallait faire appel à un homme providentiel. Donc, faisant fi de la Constitution, le personnel politique français avait appelé le maréchal Pétain aux affaires. Et en 1958 encore, excusez-moi, vous vous souvenez qu'ils ont appelé le général de Gaulle à qui ils ont donné les pleins pouvoirs. Et donc, ce que je propose de faire fi des élections, non pas pour ne plus jamais les tenir, mais de confier un mandat consensuel de 5 ans au président de la République, c'est une question de responsabilité de la classe politique. Quand vous voyez votre État en train de s'effondrer, votre société en train de se déliter, vous ne pensez pas à satisfaire l'opinion publique internationale en tenant des élections pour dire qu'on respecte la Constitution. Vous pensez à résoudre vos problèmes. C'est cela, assumer la souveraineté. La classe politique prend ses responsabilités devant la nation, devant la communauté internationale et s'engage dans une voie. Ma proposition consiste non pas à s'aligner aveuglement derrière le président de la République. Non, elle consiste à appeler tous ceux qui ont des projets présidentiels ou qui les ont déjà eus, à rassembler l'ensemble des Congolais pour discuter des meilleures solutions pour sortir des problèmes dans lesquels nous sommes. Donc on ferait là, on adopterait toutes les forces politiques, la société civile et tout ce que vous voulez, on adopterait à ce moment un programme commun de gouvernement. Je précise ça parce que je suis contre la formule du gouvernement de large union nationale qui n'a pas une action réelle à conduire. Donc il faut commencer par ce qui va être fait. On adopte un programme commun de gouvernement. Ce programme commun de gouvernement sera mis en œuvre par toute la classe politique, donc dans un gouvernement de large union nationale, mais tous derrière le chef de l'État, parce que nous sommes en état de guerre, on va conduire la guerre contre le chômage. C'est un ennemi qui a percé les rangs, qui détruit la société. On doit sortir le chômage de notre société. On doit renverser le cycle de notre économie pour devenir un pays exportateur plutôt qu'un pays importateur. Alors, et tout ça, il faut le faire dans le cadre de ces propositions. C'est vrai, vraiment des propositions, chers téléspectateurs, qui sont belles à écouter, hein. Mais l'applicabilité, connaissons bien, je me permets de le dire, d'abord la culture de la politique chez nous, la culture de la politique, parce que quand je vous écoute, vous appelez les gens à prendre de la hauteur, à penser en fait pays, à mettre l'intérêt du pays en avant, au devant, les intérêts politiques, je pense, puisque vous appelez... c'est exactement ça. Voilà, vous appelez tout ce monde politique à un rassemblement. Or, disons les choses clairement, je parlais de la culture politique. Au Congo, il est réellement clair qu'il y a des carriéristes en politique, je me permets de le dire. C'est un nouveau message que vous apportez pour quelqu'un qui a lu la notion de l'État, du pouvoir, de la démocratie. Il ne serait pas surpris.
Mais vous savez comment la politique se fait chez nous. Je peux me lever, j'arrache mon récépissé, je crée mon parti politique. Des fois, j'oublie même pourquoi je dois la faire. Franchement, je me dis, l'échange est pédagogique. Soyons donc pédagogiques. Alors, l'expérience même de notre pays vous a démontré beaucoup de choses, surtout en matière politique. Mais vous apportez votre pensée à un moment crucial où les états-majors ont déjà futé les armes pour la présidentielle. Je n'en dis pas, vous venez de l'expliquer. Est-ce que vous pensez que ça va susciter vraiment l'intérêt de ceux-là qui pensent que la politique consiste en simplement aller aux élections? Et c'est la culture, je dirais même, de tous les candidats qui se sont lancés. Il faut le dire, mais ils continuent à se lancer. Est-ce que votre message sera écouté par la classe politique congolaise en général, présentement, alors que la machine est déjà lancée? Mais je ne désespère pas d'être entendu par des personnalités. D'ailleurs, j'irai à la rencontre de ces personnalités. J'ai commencé cette démarche pour discuter avec les états-majors politiques. J'ai mentionné l'autre fois aussi qu'à Madingu, il y avait eu un désaccord sur le désaccord. Oui. Donc la classe politique congolaise, historiquement, est parfois parvenue à s'entendre sur un certain nombre de choses. La conférence nationale, par exemple, est l'une de ces expériences, mais qui a aussi eu ses travers. Des travers qui peut-être expliquent aussi dans une certaine mesure ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que souvenez-vous qu'on était allé pour parler des problèmes du pays, on a fini par parler d'un homme plus que des problèmes du pays. Et la finalité, c'est qu'on avait oublié qu'il s'agissait d'un homme. Donc, on lui a fait tout le mal que nous avons pu par les propos publics. Et il a assumé. Et malgré cela, il a assumé la situation. Cependant, lorsqu'on observe, on doit à la vérité de dire que tout ce qu'on lui reprochait, ou tout ce qu'on lui a reproché à l'époque, n'avait rien à voir avec ce que nous avons vu par la suite. Est-ce que ce n'est pas justement le bris de confiance entre l'homme et le peuple qu'il dirigeait à l'époque qui explique ce que nous avons subi et ce que nous avons vécu par la suite? Peut-être qu'il faudra avoir des discussions publiques autour de ça. Absolument. Et de ce point de vue, la proposition que je fais d'ouvrir la discussion, une large discussion entre la classe politique, va avec les balises nécessaires de dire qu'il ne faut pas reproduire l'expérience de la conférence nationale. Il s'agira de parler des problèmes du pays, de résoudre les problèmes du pays, plutôt que de rechercher des coupables. Parce que, à mon sens, lorsque la maison brûle, ce qui est le cas du Congo, on ne cherche pas qui a mis le feu. Qui a mis le feu, on éteint le feu. On éteint le feu. Et donc, la proposition que je fais, qui est discutable pour certains, notamment ceux qui considèrent que le président de la République est la cause des maux, ce qui n'est pas mon J'en venais d'ailleurs. Oui, ce qui n'est pas mon regard. À cela, je dis, la maison brûle, on ne cherche pas de coupable, on éteint le feu. Attendez, là vous m'intéressez déjà. Alors, vous dites que le président n'est pas coupable. C'est fondamental ce que vous dites, mais j'ai envie que l'opinion écoute un peu votre développement. Alors, le président est resté longtemps aux affaires. Oui. Le président, moi j'ai toujours pensé, de ma manière de penser, quand je prends l'avant-conférence aujourd'hui, oui. Et pour ceux qui font souvent la critique de son bilan, j'ai toujours pensé que c'est parfois maladroit, je me permets de dire, parce que l'homme n'a pas qu'un seul bilan, il a des bilans. Oui. Voilà, il a des bilans. Je partage totalement cela. Au mono, il a un bilan global que tout le monde doit partager parce que c'était un parti unique. Mais après la conférence nationale, c'est aussi des bilans jusqu'à aujourd'hui. Alors, maître, vous savez qu'aujourd'hui, quand les candidats se lancent à la présidentielle, pour nous qui assistons à ces annonces, ils ciblent en fait la mauvaise gestion, comme ils le disent, de l'actuel président de la République. Est-ce que vous voyez? Oui. Sinon,
je ne vois pas la raison qu'un Congolais se lève pour aller en affront. Parce qu'ils se disent, il a mal géré. C'est ce que disent ces politiques. D'où adversité politique. Élégamment, bien sûr. Mais lorsque vous parlez du rassemblement autour de cet homme encore, la question qu'on m'a posée, on m'a demandé de poser celle-là. Pour quelle attente? Voilà. On va essayer de répondre à cette question. Parce que vous pensez que, dernièrement, vous avez dit c'est lui qui a. Puisque c'est lui qui est là, oui, quand vous émettez le plan, et que tenez compte de son expérience, ainsi de suite. Et je me souviens encore, permettez-moi, n'importe qui serait là, il serait appelé président. Oui. Et donc, en une telle situation, on ne peut plus faire autrement, sinon que jouer le jeu avec lui. Oui. Mais il a un bilan qui le suit aujourd'hui. Et peut-être qu'il est le seul à avoir un bilan présentement. Le bilan qui est connu du président de la République, j'insisterai à ce niveau pour dire que c'est le bilan du président de la République. Je parle de l'effondrement de l'État, et l'État ne peut être relevé que par le chef de l'État. Donc le président de la République passe de son statut de président de la République pour porter la veste du chef de l'État et relever son État qui est en train de s'effondrer. Quand je dis son État, entre guillemets, je parle là de façon générale. Dans ces situations, c'est ce que font les chefs d'État, les hommes d'État. Ils passent à ce niveau pour relever l'État. Donc, avec tous les pleins pouvoirs. Ce qu'on peut reprocher au président de la République n'est pas reprochable au chef de l'État parce qu'il n'a pas encore décidé de mobiliser toutes les forces de la nation pour conduire les guerres dont je suis en train de parler. Il faudrait attendre qu'il porte cette veste, qu'il conduise la nation pour qu'enfin on porte un jugement. Mais on ne doit pas confondre le jugement porté sur le président de la République avec celui porté par rapport à l'action du chef de l'État, en l'occurrence la guerre économique qu'on n'a pas encore vue. Mais sur le bilan du président de la République même, là aussi il y a des nuances. Oui, oui. Je vais vous prendre deux éléments. D'abord sur les aspects techniques. D'un point de vue de l'économie, on sait que l'endettement public au Congo est très élevé. On sait aussi que le déficit public de l'État est très élevé. Or, ces deux éléments sont indistinctement attribués au chef de l'État, au président de la République. Il est indexé comme le responsable de cette situation. Or, je ne pense pas qu'on arrive facilement à cette conclusion sur le plan technique. Pourquoi? Parce que l'endettement est une question de volonté politique. C'est plus une question de volonté politique que le fait de subir la conjoncture nationale ou internationale. C'est clair. Le déficit, lui, n'est pas toujours une question de volonté politique. J'ai mentionné la part du pétrole dans les recettes de l'État, qui est parfois de 70% ou de 80%. Cet élément ne dépend pas du Congo. Ça veut dire que vous pouvez adopter le budget en équilibre à un moment donné, mais si le prix du baril chute, oui, vous allez être dans l'obligation de redresser la trajectoire budgétaire de l'État en faisant une régulation à ce niveau-là. Et vous vous retrouverez avec un déficit qui n'a rien à voir avec les choix politiques du gouvernement. Absolument. Donc le déficit pour lequel le président est tenu responsable est une question qui est discutable parce que la part de responsabilité qui lui revient ne peut pas être totale puisqu'il s'agit d'une question qu'il ne peut pas maîtriser par nature. Donc déjà à ce niveau, vous comprenez que techniquement, il y a des erreurs qui sont faites. Parlons du chômage par exemple. Voilà. Là aussi, je dirais qu'on considère faussement le président de la République ou le gouvernement qui l'accompagne comme responsable du chômage parce que nous sommes dans une situation d'économie monétaire et bancaire qui échappe totalement au gouvernement du Congo et qui échappe à l'ensemble des gouvernements francophones, en tout cas ceux qui sont dans la zone franc. Dans ce système économique,
Pour ouvrir une banque au Congo, dans la zone CEMAC, il faut avoir un capital initial de 10 milliards de francs CFA. Quand vous prenez la majorité des Congolais qui composent notre société, il y a à peine 50-60 ans, tout le monde était paysan, tout le monde était chasseur, pêcheur, tout ce que vous voulez. En fait, des producteurs. Voilà, donc aujourd'hui, trouver un Congolais avec 10 milliards de francs CFA relève du miracle. Absolument. À moins qu'il ait utilisé des voies inavouées, mais trouver un Congolais avec 10 milliards de francs CFA relève du miracle. Ce qui signifie qu'on ne peut pas ouvrir des banques. Un Congolais ne peut pas avoir une banque. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Congolais ayant une banque à lui. En Europe, dans la zone euro, pour ouvrir une banque en monnaie locale, il faut 5 millions d'euros. Aux États-Unis, c'est 5 millions de dollars. Au Canada, c'est 5 millions de dollars. Pourquoi au Congo, en monnaie locale, ce n'est pas 5 millions de francs CFA, c'est 10 milliards de francs CFA? Parce que nous mystifions la banque. La banque est une entreprise comme tout autre. Donc, à partir du moment où vous êtes dans un système qui mystifie la banque, vous arrivez à la conséquence que vous avez très peu de banques dans votre pays. Oui. Et en ayant très peu de banques, il y a peu de concurrence entre ces banques. Donc, les conditions d'accès au crédit sont draconiennes. Et dans ce cas, vous avez donc très peu de personnes qui accèdent au crédit. L'accès au crédit devient une exception, alors que quand on lit la Constitution, il y a un droit fondamental, la liberté d'entreprise. Et ce droit n'existe pas lorsque vous ne pouvez pas financer vos projets. Et dans une économie donc où il y a peu de banques, l'accès au crédit est difficile, on n'ouvrira pas assez d'entreprises. Et si vous n'ouvrez pas assez d'entreprises, vous avez le chômage. Donc c'est notre système monétaire et bancaire qui produit le chômage. Et nous ne regardons pas les choses de cette façon. On pense que c'est l'État qui a cette responsabilité, alors que l'État, de son côté, ce qu'il fait, c'est d'essayer, je dirais, de cacher ce chômage, presque, en recrutant massivement dans la fonction publique. Parce que l'État pense avoir la responsabilité du chômage. C'est ce que les gens attendent d'ailleurs. Bon, exactement. Et donc, à ce moment, les fonctionnaires congolais sont très mal payés parce qu'on est obligé d'avoir des fonctions publiques pléthoriques pour résorber le chômage. Et si vous avez une fonction publique pléthorique, vous êtes obligé de diviser les salaires pour que tout le monde soit payé. Et donc, vous avez des fonctionnaires qui reçoivent 4 ou 5 fois moins que ce qu'ils auraient dû recevoir si on n'avait pas la sécheresse de banques qu'on a dans nos pays. Donc, il faut aller vers la démystification des banques. Il faudrait permettre, vous savez que une banque qui a des dépôts de 100 millions de francs CFA, par exemple, si les banques pouvaient ouvrir avec un capital de 100 millions de francs CFA et faisaient un dépôt de cette nature, dans le système de création de la monnaie bancaire, une banque qui a des dépôts de 100 millions peut faire des crédits jusqu'à 1 milliard de francs CFA au moins. Donc, si nous démystifions la banque en tant qu'entreprise, la banque, il y en aura plusieurs dans notre pays. Vous voyez, quand le coronavirus a éclaté en Chine, la première réaction de l'État chinois, après avoir mis la région en quarantaine, a été de construire en une dizaine de jours un très grand hôpital pour régler les questions. Quand vous êtes dans une crise économique profonde, la réaction pour l'économie qui est la nôtre, c'est de penser à la façon de multiplier les banques dans le pays. Et ça a déjà été fait à la fin du 19e siècle entre l'Allemagne et l'Autriche. Face à une crise difficile, 95 banques ont été ouvertes pour faire face à la crise parce que la réponse pour lutter contre le chômage, c'est plus d'entreprises. Mais vous n'aurez pas plus d'entreprises si vous n'avez pas plus de banques parce que c'est la condition pour accéder au crédit. Alors tout cela, je constate que votre souci, c'est en fait construire. Et pardon, si vous me permettez de finir sur cet aspect, parce qu'il s'agissait de parler de la responsabilité du président de la République. Voilà. Donc vous voyez que sur le chômage, il n'a pas de responsabilité directe,
Parce que nous sommes dans un système. Donc c'est une question à voir avec tous les partenaires qui participent à ce système pour avoir l'abaissement de l'exigence de capital pour l'ouverture des banques. On doit abaisser cela de 10 milliards peut-être vers les 100 milliards et vous verrez qu'il y aura tellement de banques, finalement tellement d'entreprises, ça va commencer à résorber le chômage. Or, la situation actuelle, la sécheresse de banques est une machine qui produit le chômage. Donc, n'importe quel président qui serait là, quelles que soient ses compétences, dans le même système, verra grossir le chômage sans qu'il ne soit capable de faire quoi que ce soit. Et c'est injuste à ce moment de tenir le président responsable de la situation. Voilà, là vous avez évoqué quelque chose de très capital. C'est une forme de réponse aux politiques. Une réponse à ceux-là qui se lancent sur la course, surtout, pour la présidentielle, selon votre pensée. Je ne suis pas contre ce qu'il faut. Mais tel que vous présentez ce tableau, vous venez de le dire en passant. Alors, est-ce à dire, devant tous les Congolais, que n'importe qui pourra briguer un mandat ne va jamais présenter un bon bilan au Congolais, ne pourra jamais réussir, c'est ça? Mais je l'affirme. Tant que la situation est telle qu'elle est, c'est pour ça que je vous dis qu'aller à l'élection n'est pas opportun, parce que les problèmes à résoudre sont d'une nature telle que ça ne dépend pas de celui qui occupe la fonction. Donc plutôt que d'aller dans un mécanisme qui ne changera pas les choses au fond, mettons-nous ensemble pour régler, par exemple, la question bancaire. Mais que dites-vous alors des promesses des politiques? Parce que nous voyons dans les projets de société, je vais faire ça. Et souvent, comme il y a le président Denis Sassou Nguesso qui est là, il faut le dire clairement, la plupart des candidats opposés qui arrivent, bon, il a raté par exemple ce tel domaine, moi je vais vous donner ça, ceci. À l'école, il a raté dans l'éducation, je vais vous donner une bonne éducation sur les choses. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'expert? Je vous dirais que je ne suis pas dans le positionnement de porter des jugements contre qui que ce soit et non plus de faire la défense du président de la République actuelle, parce qu'il a sa part de responsabilité, bien que marginale sur des questions telles que le chômage, mais il a des responsabilités. Il a eu à faire des choix politiques. Certains ont été erronés. Donc ça, c'est un fait. Cependant, de penser qu'il soit possible que quelqu'un arrive à la magistrature suprême demain et toute chose étant égale par ailleurs du point de vue du système monétaire et bancaire, que cette personne vous promette des miracles, c'est une vue de l'esprit. Vue de l'esprit, merci maître. Alors, la grande préoccupation, celle-là a vraiment été une préoccupation politique. Nous avons voulu savoir, parce que les candidats ne font que s'annoncer là. Bon, nous irons vers eux pour demander réellement s'ils ont la conviction de leur combat, si réellement ils se lancent pour le devenir du Congo, s'ils partent le Congo avec eux, ou si c'est encore de la politique primaire, permettez-moi le terme, où on devait penser soi-même, pour soi-même. Bon, ça aussi c'est un problème de ce que j'appelle moi la culture, c'est un problème de culture démocratique et politique. Alors, par rapport au schéma du rassemblement, il y a un aspect qui a failli m'échapper. Est-ce que le chef de l'État ne va pas perdre en ce moment-là sa légitimité? J'aurais pu l'aborder bien avant, mais c'est vraiment est-ce que devient la légitimité du chef de l'État? Parce que le mandat est en cours. Là. À supposer qu'on arrête avec le cours des événements, que serait cette légitimité? D'abord, sur la possibilité d'arrêter cela, je ne sais pas si j'ai mal compris le porte-parole du gouvernement dans sa dernière intervention sur RFI, mais il mentionnait quelque chose sur quoi j'étais intervenu lors de la conférence en disant que le débat électoral accourt jusqu'à ce que l'élection ait lieu. Donc tant qu'elle n'a pas encore eu lieu, il est toujours possible de prendre des décisions, notamment la classe politique, mais aussi le président de la République qui, à travers son gouvernement, administre les élections, donc a le dernier mot. C'est lui qui exerce le dernier arbitrage sur la tenue ou la non-tenue de l'élection dans une situation de crise profonde. Pour parler de la question de légitimité, ici,
j'ai le sentiment qu'on opère une confusion entre la légitimité et la légalité. Parce qu'on pense que en étant en harmonie avec la légalité constitutionnelle, on a la légitimité. La légitimité est une notion relativement fugace. Vous pouvez être élu et devenir illégitime pour des actes que vous posez. Vous faites de mauvais choix. On a déjà vu à travers le monde, je ne vous cite pas les exemples, mais des gens qui ont été élus et qui ont été chassés du pouvoir. Donc ils étaient en situation de légalité, mais ils avaient perdu la légitimité pour avoir posé certains actes. Donc la légitimité et la légalité ne vont pas toujours ensemble. Elles vont souvent ensemble, mais pas toujours. Et il y a des moments où il est nécessaire de les dissocier. Et ici, dans la confusion qui est opérée entre la légitimité et la légalité, on laisse percevoir que seule l'élection peut donner la légitimité au président de la République, ce qui est faux. Le président peut être légitime si toute la classe politique est unanime derrière lui. Quand toute la classe politique, quand personne ne conteste le mandat qui lui est donné, le président est légitime. Donc le maréchal Pétain n'était pas illégitime lorsque la classe politique a fait appel à lui et lui a confié tous les pouvoirs de l'État. Il n'était pas illégitime. Ce n'était pas le peuple français qui lui avait donné ces pouvoirs. C'était la classe politique. Au Burundi, souvenez-vous, parce qu'il faut aussi être... Il nous reste 9 minutes. Ok, il faut aussi être près de chez nous. Au Burundi, souvenez-vous, le premier mandat du président Nkurunziza, il y avait une constitution qui avait été adoptée qui disait que le président de la République serait élu au suffrage universel direct pour un mandat déterminé. Mais le premier mandat du président Nkurunziza était un mandat conventionnel. C'est la classe politique dans son ensemble qui l'avait choisi, qui avait dit que ce serait lui. Et donc, nous, on est dans une situation de crise profonde. Vous ne connaissez pas beaucoup de pays dans le monde qui sont dans les situations telles qu'un hôpital central dans une capitale est fermé. Oh, et ça, je cite cet exemple pour parler du dysfonctionnement des services publics. Quand vous prenez... On va commencer à chuter. Oui. Il nous reste 5 minutes. Oui. D'accord. Quand vous prenez le dysfonctionnement des services publics, vous prenez le niveau de la dette publique, le niveau du déficit public, vous prenez l'effondrement des recettes de l'État et la capacité d'investissement de l'État. Vous prenez les pertes accumulées par l'État, les 13 000 milliards perdus en 5 ans et on ne sait pas combien on va perdre encore. Donc l'image des sources qui commencent à tarir et la terre qui commence à s'assécher. Ça, c'est la situation de notre économie. Invasion des produits étrangers et absence des produits congolais à l'intérieur du territoire. La nécessité de renverser la vapeur. Quand vous prenez toutes ces choses, vous vous dites que aller à l'élection, ce n'est pas la meilleure solution, surtout quand vous savez que qui que ce soit qui sera élu, à situation inchangée, ne pourra rien changer. Est-ce qu'il n'est pas mieux à ce moment-là que la légitimité du chef de l'État, plutôt qu'elle vienne du peuple, parce que ce sera une division. L'élection, vous savez, elle est contestée par le MUST. Madame Munari a annoncé qu'elle n'ira pas à l'élection. Il faut dire une bonne partie de l'opposition. C'est contesté par l'UPADS qui ne présentera pas de candidat. Les évêques ont émis des réserves. Donc, quelle légitimité aura un président élu dans un contexte électoral contesté? Par contre, si toute la classe politique unanime, avec les confessions religieuses, avec qui ne devraient pas participer aux jeux politiques, mais qui ont un droit de regard, avec la société civile, si l'élite politique du Congo est unanime pour donner un mandat consensuel au président de la République, en termes de comparaison de légitimité, j'ai l'impression que cette unanimité lui donnera une plus forte légitimité que s'il allait la chercher devant le peuple dans un contexte contesté. Alors là, vraiment, vous avez touché, vous avez répondu à ma dernière préoccupation, parce que je me disais que faire au-delà de tout ceci. Alors, maître, en tout cas, je pense que nous avons répondu à la demande de l'opinion congolaise, parce qu'il était question qu'on aborde ce deuxième volet. Et enfin, avez-vous un dernier mot pour clôturer cette émission? Sinon, à qui allez-vous l'adresser et c'est quoi?
Le dernier mot que je pourrais adresser concernerait les droits de l'homme. En une minute, s'il vous plaît. Oui, les droits de l'homme dans le sens que si vous regardez le rapport des Congolais aux droits de l'homme, ils ont abdiqué leurs droits fondamentaux. D'un point de vue philosophique, ce qu'on appelle droits de l'homme font que l'homme ne peut pas vivre sans ça ou n'est pas homme sans ces droits-là parce que ce sont ses droits à lui. Quand il ne les a plus, il devient un animal, une bête. Perd son sens. Il devient une bête, il retourne à l'état de bestialité. Donc il y a un élément grave de ce point de vue, c'est soit l'inconscience ou l'abandon collectif et individuel des droits fondamentaux. Ça, c'est à l'endroit des peuples, ce n'est pas pour provoquer la colère ou l'indignation de qui que ce soit, mais c'est pour dire... Une prise de conscience. Oui, c'est pour dire que ces droits ont un rôle essentiel. Et ce n'est pas non plus pour énerver le gouvernement, mais bien au contraire, pour dire au gouvernement qu'un gouvernement gagne toujours à respecter les droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'un homme dont les droits sont respectés, donc celui qui est libre, qui peut s'exprimer librement, celui qui peut entreprendre parce qu'il y a un système bancaire qui l'accompagne, ce genre de citoyens, les citoyens sont productifs lorsqu'ils sont pleinement des hommes, donc avec tous leurs droits. Et on peut exercer le pouvoir en respectant les droits des personnes. On n'est pas obligé de les violer. Et vous comparez, les sociétés occidentales sont les plus prospères de la planète, mais c'est aussi, elles sont aussi les sociétés où ces droits sont les plus respectés. Donc il n'y a pas de hasard entre le niveau de développement et le respect des droits de l'homme. En fait, c'est une clé pour laquelle nous avons besoin, et ce n'est pas pour le gouvernement, ce n'est pas pour qui que ce soit, c'est pour toute la classe politique et pour nous tous en tant que Congolais, de comprendre que le respect des droits de l'homme, c'est une clé de développement. À partir du moment où nous aurons conscience de ces droits et que les uns et les autres en situation d'exercice du pouvoir respecteront ces droits, vous vous rendrez compte que la société ira mieux et les Congolais seront plus productifs parce que les hommes sont productifs, les animaux ne le sont pas. Or, les hommes sans droits ne sont pas des hommes. Donc, il faut leur reconnaître ces droits et il faut les revendiquer pour que notre société aille mieux. Et pour revenir à mon idée centrale, adoption par toutes les forces politiques d'un programme commun de gouvernement, un gouvernement de large union nationale pour appliquer ce programme, le rassemblement de la classe politique, mais surtout de toute la nation derrière le chef de l'État pour l'aider à accomplir le mandat consensuel ou autrement qu'il prendrait. Et quand vous avez présenté ce tableau et quand vous avez présenté ce schéma, alors j'ai envie de vous dire que nous avons terminé donc notre émission. Et c'était donc l'invitation de Marc Le Bazar, je lui dis bien qu'il est allé vous dénicher. On rappelle, découvert sur la toile, à travers vos articles, et nous avons pensé qu'il était de bonne loi que vous puissiez rendre disponible cette pensée qui faisait déjà débat sur la toile un peu partout, surtout au Canada. Et ceci pour l'éclosion de la pensée chez nous. Et vous avez donc là apporté la pensée qui est la vôtre. Merci beaucoup, maître. Donc, j'avais reçu sur ce plateau maître Anissé Poitier Amar. Et vous venez de terminer, vous avez tenu votre conférence de presse sur le même sens. Et je pense que le public a assez écouté. Et donc, il est avocat au barreau du Québec, il est économiste politique, médiateur, arbitre des conflits. Je pense que la passion qui vous a animé, en tout cas, je vous le dis à la fin, ce n'est pas parce que vous êtes avocat, c'est surtout le rôle que vous jouez de médiateur. Vous permettez ma curiosité, parce que ça relève d'un médiateur qui a ses outils pour constater une situation globale. Et je pense que la classe politique a pris connaissance de votre pensée, de votre proposition. Et j'aurais souhaité, avant votre retour chez vous, dans votre deuxième patrie, susciter un débat entre vous et un grand politique de la majorité présidentielle et celui de l'opposition, pour qu'ensemble, nous puissions examiner cette pensée en confrontation avec
les idées de ces derniers. Êtes-vous d'accord? Je suis disponible. Merci bien, maître. Au revoir chez vous, à la prochaine fois. Merci.